Donc voilà, je suis là effectivement pour vous parler de ma passion qui m'anime depuis 10 ans, maintenant plus de 10 ans que je travaille ici en Valais. Cette passion, c'est un mélange à la fois du rôle de professeur HES, le rôle aussi de chercheur et responsable d'un institut en entrepreneuriat et management, mais aussi cofondateur d'une société high-tech qui est d'ailleurs juste 2 étages plus haut ici. Donc voilà, le sens commun à toutes ces activités, pour moi, c'est l'entrepreneuriat. Alors on a eu 2 magnifiques exemples d'entrepreneuriat, à la fois orientés vers la résolution de problèmes très concrets sur l'eau, mais aussi l'entrepreneuriat social. Je crois qu'on ne peut pas dire qu'il y a un entrepreneuriat technique, il y a un entrepreneuriat qui serait social, tout ça c'est la même chose. Et mon questionnement depuis 10 ans, il est toujours le même. C'est est-ce qu'il y a un ADN entrepreneurial? Qu'est-ce qui fait que des gens s'engagent pour trouver des solutions, que ce soit des solutions techniques ou des solutions sociales pour changer le monde? Donc pendant ces quelques minutes, je vais essayer de vous présenter mes réflexions, mes expériences et mes enseignements jusqu'ici sur cet ADN entrepreneurial. Mais avant cela, je vous propose une petite réflexion. Souvent, quand on prépare une présentation, on ne sait pas trop comment commencer. Alors je me suis dit, tiens, entrepreneuriat, entreprenaline. Alors je vous propose pendant 20 secondes de fermer les yeux. Vraiment, vous fermez les yeux, comme moi. Donc vous ne voyez pas que je ferme les yeux. Et vous dites, ok, où étais-je en 1992. Donc il y a 20 ans, 1992. Essayez d'imaginer 1992. Alors je ne sais pas s'il y a des gens qui ont moins de 20 ans, pour cela ça va être difficile, mais pour les autres ça devrait jouer 1992, où étais-je, quelle activité. Et essayez d'imaginer en 1992 comment vous avez envisagé le futur. Qu'est-ce que vous avez vu venir en 1992? Qu'est-ce que vous imaginez comme futur alors que vous aviez peut-être 20 ans, 40 ans ou que sais-je? Voilà, vous pouvez ouvrir les yeux. Alors moi, quand j'ai fait cet exercice, j'ai vu ces deux gaillards. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'ils font ensemble? Deng Xiaoping et Mark Zuckerberg. Alors il s'avère qu'en 1992, j'avais 20 ans de carrière en moins, et Deng Xiaoping, le 19 janvier 1992, alors malheureusement il est tristement célèbre aussi pour avoir fait une répression très sanglante à Tiananmen, mais en 1992, il a prononcé un discours qui a changé énormément. Il a dit aux Chinois, voilà, pour aller vers le socialisme, il faut passer par le capitalisme, et en gros, cher peuple chinois, enrichissez-vous. Et qui aurait imaginé il y a 20 ans que la Chine allait devenir un centre économique mondial, et qui avait pu imaginer que ce simple discours, alors bien sûr il y a bien d'autres choses à côté, mais il y a 20 ans, la Chine, imaginons où elle était, où elle est aujourd'hui. En janvier 1992, Mark Zuckerberg, il avait 8 ans, et en entendant Deng Xiaoping prononçant ces mots, il aurait dit, non, il n'a rien dit, je ne sais pas. Je pense pas qu'il a entendu ce discours, il avait 8 ans, mais on aurait pu imaginer qu'il se dise, dis maman, il y a combien de Chinois? 1 milliard. Waouh, ça va faire beaucoup de monde à enrichir, 1 milliard. Donc voilà, tout ça pour dire que si on est mon rôle de professeur, de chercheur, finalement, c'est de prévoir l'imprévisible. Et d'un coup, je me suis dit, mais finalement, mon job, c'est former des gens qui vont être à la retraite en 2052. Je me suis dit, wow, les gens, ils sont diplômés et ils vont être à la retraite en 2052. Et moi, je vais être à la retraite en 2032. Est-ce que j'arrive à imaginer maintenant le monde? On va regarder vers l'avenir, 2032, 2052. Est-ce que la Chine sera toujours un ami? Est-ce que Zuckerberg, Facebook, tous nos amis seront sur Facebook? Ennemis, amis, où va-t-on aller? Donc on voit qu'il est très difficile, on est dans un monde qui est caractérisé par l'imprévisible, l'incertitude, on dit qu'on est en crise, qu'il faut se réinventer. Finalement, on est dans une forme on va dire, de chaos, de désordre, et on est là à se dire qu'il faut se réinventer, il faut des entrepreneurs qui réinventent le futur. Et là, je me suis rappelé une petite anecdote, quand j'étais jeune, j'adorais le snowboard. J'étais un fanatique de snowboard, j'étais parmi les premiers à faire du snowboard, et le mot qui venait à l'époque, j'ai lu un article de Tage Seiger en 1999. Vous pouvez vous rendre compte comme il m'a marqué, je me souviens encore de cet article en allemand, Tage Seiger, je travaille à Berne. Ils avaient fait une présentation incroyable pour dire, voilà, on est dans un changement de paradigme, le monde va changer, on passe du monde linéaire au monde chaotique. Regardez d'ailleurs, Internet, l'hyperlien, c'est fini le monde linéaire, on est dans le chaos, on ne lit plus un livre de la page 1 à la dernière, on surfe, on est dans l'hyperlien, on est dans le chaos. Et vous avez le même chaos sur les pistes, ces snowboarders qui arrivent, qui sont incapables de se descendre une piste de façon linéaire. Donc voilà, cette journaliste, elle avait expliqué en quelques phrases, le chaos, c'est le nouveau
C'est le nouveau modèle. On est passé d'un monde linéaire, prévisible, dans un monde chaotique, imprévisible. Donc, c'est dans ce contexte un peu chaotique, il y a 10 ans, qu'on a fondé ici, à Sierre, en Valais, cette formation en entrepreneuriat qui s'appelle businessexperience.ch. Et c'est vrai que depuis 10 ans, j'accompagne des jeunes étudiants, des jeunes diplômés HES en dernière année qui peuvent faire cette option et s'essayer à l'entrepreneuriat, essayer de transformer des idées en propositions de valeur et peut-être en création d'entreprise, en création d'emplois. Alors quand je dis que j'ai lancé un programme de formation à l'entrepreneuriat, la première question qui vient toujours, mais est-ce qu'on peut former des entrepreneurs? On est entrepreneur, c'est quelque chose qu'on chope à la naissance, hein, c'est un gène qu'on a ou on n'a pas. Combien de fois on a demandé à Nicolas Hayek, est-ce que vous êtes né entrepreneur? Ou à Steve Jobs, mais vous êtes né comme ça, c'est pas possible. Alors c'est intéressant parce que souvent on interroge les entrepreneurs sur ça, mais j'ai rarement entendu un journaliste demander à Roger Federer, vous êtes né tennisman? Ou je sais pas, à Madonna, est-ce que vous êtes né pop star? Non, alors l'entrepreneuriat, ce serait quelque chose qu'on chope à la naissance, mais le reste pas, il faut du travail. Alors moi je pense que comme pour toutes les choses, il n'y a pas de talent sans travail, et on peut détecter des talents, on peut effectivement accoucher des talents entrepreneuriaux, et c'est ce qu'on fait depuis 10 ans dans cette formation. Mais surtout ce qu'on fait depuis 10 ans, et c'est là peut-être que ça va être un peu perturbant ce que je vais dire, c'est qu'on forme ces jeunes à l'échec. On les forme à l'échec. Pourquoi? Parce que chaque année, on a en moyenne 6, 7 projets qui démarrent. On travaille pendant une année, on travaille beaucoup, on s'investit, on s'identifie à un projet d'entreprise-école, et malheureusement, ou heureusement peut-être, la majorité de ces projets échouent. Il y en a peut-être 1 sur 6 qui continue, qui se transforme en entreprise et qui peut continuer. Mais voilà, pédagogiquement, je pense que c'est important aussi de dire on se forme à l'entitude entrepreneuriale, même si au bout il y a l'échec, on a un gros acquis pédagogique pour la suite. Formé à l'échec, l'entrepreneurline, alors elle m'est venue, ce nouveau mot que j'ai créé exprès aujourd'hui pour ce premier TEDx Valais. Alors c'est un petit mélange entre la vision schumpeterienne de l'entrepreneuriat. Entreprendre, c'est changer l'ordre existant, c'est un peu mettre du chaos dans l'ordre existant. Et cette adrénaline qui est souvent liée à l'émotion. Hein, on est tous un petit peu, chacun cherche un petit peu à jouer avec ses émotions, à avoir cette décharge d'énergie nerveuse qui nous fait avancer vers des solutions pour la paix, vers les solutions pour toutes sortes de problèmes qu'on veut résoudre sur la planète, comme on a vu avec Walter Tutte, par exemple, et les problèmes d'eau. Donc l'adrénaline, finalement, c'est imaginer toutes les doses d'adrénaline qu'il a fallu à l'époque pour ces grands navigateurs qui allaient vers des terres inconnues, toutes voiles dehors. Aujourd'hui, c'est la même chose. Ces startups qui sont ici à l'IDIAP, elles vont vers des terres inconnues, toutes voiles dehors, mais sans savoir vraiment où elles vont arriver. Est-ce que demain, on va utiliser la reconnaissance faciale? Est-ce qu'on va pouvoir piloter des ordinateurs avec la pensée? Eh bien oui, il y a des jeunes entrepreneurs, toutes voiles dehors, qui vont vers ces espaces inconnus et qui doivent justement faire la connexion entre ces 3 éléments que j'appelle qui sont sous ce label de l'entrepreneuriat. D'une part, aujourd'hui, souvent plus encore que les compétences, ce sont les émotions qui vont jouer un rôle important dans la faculté d'entreprendre, la créativité et le capital risque. Je vais revenir rapidement sur ces 3 pôles. On dit en général, c'est ce mélange de ces 3 éléments qui va faire qu'il y a quelque chose, qu'il va y avoir de l'entrepreneuriat. Tout d'abord, la créativité. Alors bien sûr, vous entendez souvent le système éducatif, l'école tue la créativité, le système entreprise tue la créativité. Alors c'est vrai, on a tous passé quelques années sur les bancs d'école et en général, on vous apprend plutôt à être correct. Hein, c'est correct, tu as fait 6, mon fils, ma fille, bravo, tu as été 100% correct, 100% juste, là tu as fait faux. Combien de fois votre enfant est revenu de l'école en disant « Waouh, j'ai eu un 6, j'ai été super créative, j'ai eu 6 ». Donc c'est vrai qu'on a un système éducatif qui malheureusement n'est pas très fort en termes de pousser à la créativité. Le système entreprise, c'est la même chose. Souvent on tombe dans des grandes organisations où la procédure, les processus vont nous bloquer dans nos forces peut-être créatives et d'initiative. Donc est-ce qu'on peut aujourd'hui changer ça? Est-ce que la créativité, est-ce qu'on peut modifier le capitalisme, notre système, en remettant
en premier plan la créativité? La réponse est oui. Tout d'abord, la créativité, c'est un muscle, comme un autre. On peut s'exercer à être créatif. Il y a des exercices pour ça. On essaie d'en faire un petit à la fin. Et puis, il y a aussi beaucoup de chercheurs qui travaillent sur la créativité. Aujourd'hui, on parle vraiment de co-création, de proposition de valeur basée sur la créativité. Et on va vers une nouvelle forme de capitalisme où on va devoir faire appel à la créativité. Les entrepreneurs qui se lancent des défis, qui sont créatifs, qui ont des idées, souvent, on va regarder leur niveau de compétence. Est-ce qu'il a les compétences techniques, ce fameux quotient intellectuel qui est là-haut, ce 1/4? Mais souvent, les 3/4 sont cachés. Les 3/4 du succès dépendent de notre quotient émotionnel, de nos facultés à gérer des conflits, de nos facultés à rentrer en relation avec les autres. Et souvent, les 3/4, combien de temps on passe à gérer les 3/4 qui sont là-dessous? Souvent, on se concentre sur le 1/4 et on essaie de voir les compétences. Est-ce qu'il a les bonnes compétences? Donc oui, aujourd'hui, on parle aussi est-ce que l'émotionnel, l'empathie peut changer le monde? Alors si vous voulez être inspiré, il y a des auteurs comme Rifkin qui parlent notamment de l'empathie universelle qui pourrait nous amener vers une nouvelle forme d'économie, une nouvelle forme de société. 1 milliard, des milliards de gens connectés, est-ce qu'on est au-devant d'une nouvelle empathie universelle? Personnellement, je pense que oui. On verra. Troisième point qui est important dans l'entrepreneuriat, c'est la finance. C'est quand même le nerf de la guerre. Quelles que soient les choses que vous voulez faire, lever des fonds pour des œuvres sociales ou lever des fonds pour une société high-tech ici à Martigny qui veut se lancer dans le pilotage de la pensée, le pilotage par la pensée, il faut de l'argent. Et ce qui est intéressant aujourd'hui dans l'argent, je pense qu'on est à l'aube d'une révolution de la finance, c'est-à-dire que la finance, elle va être quelque part prise en main par la foule. Alors, on a ce terme, le crowdfunding, on pourrait presque dire que c'est le base jumping de la finance, mais qu'est-ce que c'est que ce crowdfunding? Finalement, on veut faire confiance à la foule, on peut faire appel facilement à des foules pour être financé. Et ce qui s'est passé, ça c'est cet été, Barack Obama, on n'en a pas trop parlé en Europe, mais quand même, il y a eu ce Jobs Act, qui est quand même un gros paquet à 400 milliards, qui est pour relancer l'emploi aux États-Unis. Et à l'intérieur, il y a une loi qui va rendre ce crowdfunding beaucoup plus facile, alors légal, on le dit ici, mais ça va être quelque chose quand même de très fondamental de la façon avec laquelle on peut collecter de l'argent sur des plateformes web et la mettre à disposition d'entrepreneurs. Donc, si on imagine qu'aujourd'hui, il y a 3 ans, on ne faisait pas du tout de crowdfunding, du financement par la foule, aujourd'hui, on a plus de 400 plateformes à travers la planète qui font ce type de financement, et on est déjà à près de 3 milliards levés en 2011, et beaucoup plus pour 2012. Donc si on imagine une courbe exponentielle de ce phénomène de finance par la foule, on aura peut-être aussi un changement de modèle financier pour les années à venir. Donc si on reprend tous ces 3 éléments, et on se pose la question, est-ce qu'il y a vraiment un nouvel ADN entrepreneurial? On retrouve tous ces éléments. Je pense que les nouvelles valeurs aujourd'hui qui sont liées à cette faculté d'entreprendre, qu'on va inculquer aussi, ou qu'on va essayer d'amener vers nos étudiants, c'est tout d'abord cette communauté, cet effet foule, 1 milliard de gens connectés sur une seule plateforme, c'est quand même... On peut se dire, des fois on peut se dire c'est quand même grisant. Imaginez que vous êtes à la tête d'une base de données d'1 milliard de personnes. Alors peut-être que ça va se passer ce mois, peut-être aujourd'hui même, le passage de Facebook à 1 milliard d'utilisateurs, on ne sait pas, on l'annonce pour septembre. Mais quand même, 1 milliard de gens connectés sur une plateforme, ça change pas mal la donne. L'effet communautaire, la rapidité avec laquelle vous pouvez déclencher quelque chose dans une communauté, la rapidité avec laquelle vous pouvez entreprendre, vous avez un phénomène de transparence, de partage, qui se cache là derrière, d'empathie universelle, comme l'appelle Jeremy Rifkin. On a ce phénomène de co-création qui devient de plus en plus important, et aussi cette intelligence collective. Tout au départ, vous avez entendu Chris Anderson qui présentait les TEDx comme un endroit où on lance des conversations collectives. On veut faire que l'échange d'idées soit universel. Donc là, je pense qu'on a vraiment les nouvelles valeurs, cette espèce de nouvel ADN entrepreneurial derrière ces valeurs. Alors, pour terminer, c'est un petit clin d'œil. Le t-shirt que je porte ici, c'est un collector. Il a pas 20 ans quand même, il a 10 ans.
C'était mes premiers étudiants il y a justement 10 ans, à la fin de cette première année Business Experience, ils m'ont offert ce t-shirt. On m'a dit, voilà, on a passé une année extraordinaire, voilà ce t-shirt. Donc je me suis dit, je vais leur faire un petit clin d'œil. C'était vraiment sympa de leur part. Et je pense que l'échange d'idées et la capacité à transformer ces idées, à croire en ces idées, c'est vraiment un élément clé. Et puis, il y a un autre clin d'œil que je voulais faire avec ce t-shirt, c'est Elmar Mock, l'inventeur de la Swatch, qui vient de publier un livre qui s'appelle Fabrique de l'innovation, qui a été publié cet été. Et Elmar Mock, qui coopère aussi avec nous de temps en temps dans nos formations. Donc Elmar Mock, c'est un hyper créatif. Et il a créé une thèse sur la créativité en disant, pour être créatif, c'est comme, on retombe sur l'eau, hein, puisqu'on a commencé avec l'eau avant avec Walter Tutt, il prend l'analogie de la molécule d'eau qui peut être en 3 états, l'état gazeux, l'état liquide et l'état cristallin. Et pour Elmar Mock, il est clair que pour être créatif, il faut être dans un état gazeux, c'est là qu'on a la créativité brute, et dans un état liquide, on a la faculté d'apprentissage. Donc voilà, vous voyez tout de suite le lien avec ce t-shirt pétillant de l'eau qui se cache là derrière. Donc je suis généralement plutôt dans un état gazeux et liquide pour essayer d'inculquer à mes étudiants cette envie, cette passion d'aller vers l'entrepreneuriat et d'aller vers des nouveaux mondes peut-être. Donc voilà, il nous reste 1 minute 30 pour pratiquer maintenant un petit exercice d'état gazeux. Donc, en arrivant ici, on vous a donné à tous un petit billet, là, qui est déjà bien chiffonné chez moi, avec, il faut aller écrire une idée dessus, hein, ça s'intitule... donc là, il faut sortir vos stylos, il faut sortir... si vous n'avez pas encore écrit une idée, ça va être très chaud, il va falloir le faire très vite. Et c'est là qu'on est dans un état gazeux, vous avez 30 secondes pour écrire une idée sur ce billet, si vous ne l'avez pas déjà fait. Donc c'est parti, 30 secondes pour écrire une idée sur ce billet. N'importe quoi, tout ce qui vous vient à l'esprit, vous pouvez être inspiré parce que vous avez entendu de Walter Tutt, inspiré parce que vous avez entendu sur ces femmes qui se mobilisent pour la paix. Quelles sont les idées, qu'est-ce qui va changer le monde en 2032? Des idées, n'importe quoi qui vous vient à l'esprit. Laissez votre état partir à l'état gazeux, votre esprit. Ok, vous avez tous une idée? Alors, quand vous avez cette idée, il y a un truc assez simple à faire. C'est qu'il faut la prendre, comme ça, le papier, vous le prenez et vraiment vous le mettez en boule. Hein, vous en faites une petite boulette, comme ça. Et puis, alors ça, je ne l'ai encore jamais pratiqué en nocturne, là on est quasiment en nocturne, mais cette petite boulette, quand vous êtes prête, il faut absolument que tout le monde se lève. Ouais, d'abord, il faut se lever, parce que sinon ça ne va pas le faire. Il faut se lever, c'est plus rigolo. Donc vous avez votre petite boulette dans la main et vous allez faire un échange d'idées très pratique. Vous allez viser quelqu'un, peut-être le plus loin possible, et lui balancer votre idée. Mais quand vous recevez une idée, vous avez la possibilité de la lire rapidement et de la renvoyer rapidement. D'accord? Donc pendant 30 secondes, on va faire une bataille d'idées, no limits. Let's go! C'est parti! Ok, great. Merci beaucoup. Donc évidemment, on va recycler vos idées. Vous pouvez jeter vos boulettes ou les laisser par terre, vos petites boulettes, parce qu'on veut les récupérer et en faire vraiment une idée collective. Donc soit vous les laissez par terre, soit vous les jetez sur les bords, et pendant la pause, on va recycler ces idées. Hein. On va les faire une conversation collective. Merci beaucoup et bonne fin de journée.